Bienvenue au podcast Le Sac du Cœur. Mon nom est Didier Orméjus et cette semaine, je vais avoir comme invité Pierre Vercheval qui va se joindre à moi afin d'effectuer un retour sur cette belle victoire des Alouettes qui avait lieu à Moncton face aux Argonauts de Toronto. Les Alouettes, maintenant à la mi-saison, présentent un dossier de 5 victoires et de 4 défaites. En compagnie de Pierre, on va faire un tour également des autres rencontres qui étaient présentées la semaine dernière au sein de la Ligue canadienne de football. Les matchs préparatoires de la NFL sont toujours en cours, alors on va poursuivre ce qu'on a fait lors des dernières semaines. On va continuer d'analyser les performances de nos 3 joueurs québécois du côté de la NFL, mais également des 3 carrières qui ont été repêchées en première ronde lors du dernier repêchage. On va également faire le tour des actualités de la NFL et bien sûr, on parlera de la retraite de Andrew Luck. Alors, le podcast Le Sac du Cœur qui commence à l'instant. Alors, Pierre, comme je le disais, les Alouettes qui ont une fiche de 5 victoires et 4 défaites à la mi-saison. Qui l'eût cru au mois de mai lors du camp d'entraînement? Il n'y a personne qui avait prédit ça. Oui, puis si tu me permets de mettre la fiche des Alouettes en contexte, Didier, souviens-toi, on perd un match à Edmonton, on se fait lessiver à Hamilton, 0 victoire, 2 défaites. On dit, oups, quel genre d'équipe qu'on va avoir? Depuis ça, les 7 derniers matchs, 5 victoires, 2 défaites. Tu sais, c'est quand même solide. Ouais. Et les 2 défaites, exact. En plus, en tout cas, les 2 défaites, parce que je crois qu'on passe à la même chose. C'est là que je m'en allais. Une, évidemment, en prolongation, ouais. où Steinbach a échappé le ballon contre Ottawa. Et le fameux match contre la Saskatchewan qui a été écourté en raison des orages et du délai. Ils perdaient juste par 7 points. Là. Il y avait encore beaucoup de temps. Puis de la façon dont les Alouettes gagnent leur dernier match, on pense que les Alouettes auraient eu beaucoup de chance de gagner ce match-là au quatrième quart. C'est une équipe qui fait preuve de caractère. Tout ça pour dire qu'on est à quelques jeux près d'avoir 7 victoires d'affilée. Tu pourrais me dire, et avec raison, oui, mais Pierre, avec la façon dont on termine les derniers matchs, on pourrait être à quelques passes complétées d'avoir 2 défaites consécutives. Ouais, ça aussi, ouais. Mais regarde, on regarde ça du bon côté. Le verre est à moitié plein. Puis les Alouettes nous donnent un bon spectacle. Ils jouent du bon football, puis c'est excitant, puis ils sont résilients, puis ils n'abandonnent jamais. Alors, tu sais, on sent qu'il y a un petit quelque chose de spécial là, qui se développe dans cette équipe-là. Oui, puis ça, ça a commencé au début de la saison. Je veux dire, après la première victoire de la saison qui avait été acquise face aux Tiger Cats de Hamilton, ici à Montréal. Puis la semaine suivante, à l'entraînement, il y avait beaucoup d'enthousiasme. Lorsqu'on parlait aux joueurs également, on les voyait, là, c'est comme si un poids avait été soulevé de leur épaule. Et puis, depuis, on a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose de spécial là, qui est en train de se bâtir du côté des Alouettes. On sentait que, tu disais, il y a un poids qui a été une libération. Le boulet attaché à la cheville, il s'appelait Mike Sherman, ce boulet-là. Clairement, il y a peut-être 2 boulets, ouais. Le boulet du DG, peut-être aussi. Ouais. Mais clairement, tu sais, écoute, Curry Jones, libération complète, là. Impressionnant avec ses plans de match, impressionnant avec sa sélection de jeux. Il ose, il y a des jeux truqués à tous les matchs maintenant. Écoute, c'est le jour et la nuit, l'attaque des Alouettes, comparativement à l'année dernière ou il y a 2 ans. Écoute, elle est le fun à regarder. C'est amusant de regarder les matchs des Alouettes. Puis même lorsqu'ils perdent, les matchs sont divertissants, mais l'attaque est rendue spectaculaire. Souviens-toi à quel point c'était pénible à regarder. Oui, puis une chance qu'elle a été spectaculaire à Moncton parce qu'on a manqué de constance. On n'a pas été en mesure de soutenir nos séquences. On n'a pas eu beaucoup de premiers jeux. On n'a pas eu des longues séquences, mais on a remplacé ça par des jeux explosifs, par des jeux spectaculaires. Donc, ça vient compenser. Au football, soit que tu contrôles le ballon, si tu n'es pas capable de le faire, tant que tu as des jeux explosifs, tu trouves une autre façon de traverser le terrain, ce que les Alouettes ont fait. Alors, ça, c'est intéressant parce que l'attaque, et c'est sûr qu'en première demi, c'était comme à Calgary, on a juste marqué 6 points. C'était difficile. C'est vraiment un début de match léthargique. Là. Autant pour du côté de l'attaque, même la défense qui s'est fait traverser par les Argos. Puis du côté de l'attaque, c'est rendu, je t'avais de faire ma joke, là, parce que, coudonc, Vernon Adams, on dirait qu'il faut qu'il lance une interception pour que ça commence à décoller. Fait que lance-la donc en première séquence. Commence ça tout de suite. Fait comme Kerry Watkins dans le temps, je disais toujours, échappe donc ta première passe. Après ça, on sait que il va être en feu. Mais c'est plus lent en première demi. On dirait qu'on cherche nos repères. Puis en deuxième demi, c'est le rouleau compresseur. Ça fait deux deuxièmes demi d'affilée qu'on marque 22 points. Parce que dans le fond, à Calgary, oui, il y a eu les 12 points en prolongation, mais c'était 6 points en première demi, 22 points en deuxième demi, exactement comme à Moncton.
Alors, c'est le fun de voir. Là. D'après moi, ça signifie deux choses. Bon, tu as parlé de la force de caractère de l'équipe. Tu as mentionné le nom de Carey Jones. Carey Jones et Bob Slowick. On est en mesure de s'ajuster. Ouais. Lorsqu'on est meilleur comme ça en deuxième demi, habituellement, c'est signe qu'on apporte les ajustements nécessaires. On l'a très bien vu, surtout du côté de la défense, parce que la défense, ça allait pas bien. Là. Lors de la première demi, puis je me disais, mon Dieu, on reprend là où on a laissé face à Calgary. On avait accordé 465 verges aux St. Peters. Puis là, ça se poursuivait face aux Argos, mais Slowick s'était ajusté en deuxième demi. Et puis, bon, mis à part là, les deux touchés, en fait, le touché qu'on a accordé puis la séquence à la fin, mais tout de même, on a limité les dégâts. Oui, c'est vraiment, est-ce que c'est, on plie, on fait preuve d'une élasticité légendaire, puis on casse pas. À un moment donné, ça va casser là, parce que c'est beaucoup de verges. 30 premiers jeux, 538 verges à Toronto, 33 minutes de temps de possession, mais seulement 22 points. Fait que moi, quand je regarde ça, ils ont été bons au bon moment et au bon endroit. Ils ont été bons en fin de première demi. Toronto menaçait, cafouillage, ballon récupéré par les Alouettes, Patrick Lavoie. On arrête ça dans l'œuf. En fin de match, encore à la ligne de 3. Passe incomplète, on gagne le match. Et ça, c'est mes moments que je te parle. Puis les endroits, c'est la zone payante. Toronto est allé 3 fois. Un touché en 3 tentatives. Ils ont gagné par 6 points les Alouettes. Fait qu'il ne faut pas aller chercher loin. Non, c'est ça. Pour voir qu'est-ce qui a fait la différence. Mais effectivement, que moi, je me dis, cette défensive-là, on a fait énormément de défensives de zone. Toute défensive de zone a des faiblesses. Et on dit toujours, c'est à la ligne défensive de mettre la pression pour empêcher le quart de trouver cette faiblesse. Il n'y en avait pas de pression. En tout cas, pas en première demi. Et par moment, en deuxième demi non plus. Donc, c'est clair qu'à un moment donné, il va falloir générer de la pression. Il y a eu quelques blitz qui ont fonctionné. En deuxième demi, on a trouvé une combinaison intéressante. On dirait que le côté gauche de la ligne à l'attaque des Argos n'était pas capable de contrer les jeux en croisé. On en a profité pour mettre de la pression sur le quart des Argos. Ça, c'est le point du côté de la défense. On en avait parlé avant le début de la saison, le fait qu'on n'a pas nécessairement de grands chasseurs de quart. Bon, John Bowman est rendu à quoi? 36, 37 ans. Il est toujours solide contre la course. Ça, c'est ce que j'ai remarqué depuis le début de la saison. Mais pas nécessairement aussi explosif qu'il était comme chasseur de quart. Mais c'est normal rendu à cet âge-là. Mais s'il y a une faiblesse du côté de la défense des Alouettes, c'est celle-là. Parce qu'il y a eu des moments, comme tu as mentionné, où Bethel Thompson McLeod Bethel-Thompson avait beaucoup de temps afin de repérer ses receveurs de passe. Et la pochette, il n'y avait absolument personne près de lui. Il y a un espace, il y a des concepts de physique en football. L'espace, le temps. Il y avait beaucoup d'espace, il y avait beaucoup de temps. Les receveurs aussi avaient beaucoup d'espace, avaient beaucoup de temps. Alors, c'est sûr qu'à un moment donné, ça va difficile. Mais vous donnez crédit à Jacques Chapdelaine. Il y avait un plan de match sur mesure pour attaquer des défensives de zone. Jeu de tirer, passe-piège, play-action, zone read. Des concepts où tu envoies plusieurs joueurs dans la même zone. Tu inondes une zone. Alors, le gars qui couvre sa zone, il y a un gars à droite, il y a un gars à gauche. Il ne peut pas gagner. Là. Il se fait étirer. Il dit, je vais à droite, on lance à gauche. Je vais à gauche, on lance à droite. Chapdelaine a eu des bons concepts. Ils ont été patients, les Argos. Ils ont eu un haut niveau d'exécution. Ils n'ont juste pas fini la job rendu proche de la ligne de but. Mais c'est ça que là, moi, je me dis, les coupures de la NFL s'en viennent. J'espère que les Alouettes, sur leur liste de négociation, vont nous dénicher un chasseur de quart, là, parce que ça nous prend un gars. Bowman, je l'adore, puis c'est vrai, il est solide contre le jeu au sol. Il joue intelligemment. C'est un gars qui ne gaspille pas son énergie. Encore capable de chasser le quart, mais... C'est avec son deuxième effort maintenant. C'est ça que j'allais dire. Le problème, c'est que les Alouettes n'ont pas ce chasseur de quart que l'adversaire doit respecter en tout temps. Exact. Tu sais, le gars que tu dis, premièrement, là, dans notre plan de match, il est où ce gars-là? On doit déplacer la protection de son côté. On n'a pas de Charleston Hughes. Non, c'est ça. Alors, on n'a pas ce gars qu'à tout moment, il faut que tu saches exactement il est où, puis il faut que tu aies un plan de match fait sur mesure. Alors, tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, ça vient faire une différence, mais aussi défensivement, des concepts de zone. Tu sais, ultimement, oui, c'est pas du homard, mais ultimement, couverture de zone, tu n'es pas là pour couvrir du gazon. Tu es là pour couvrir des receveurs de passe. Donc, je trouvais que les Alouettes, souvent, ils couvraient du gazon. Tu sais, en zone, tu as un certain recul, tu as un repère, un landmark, comme on dit en anglais, où tu dois arriver pour la profondeur, tu te déplaces et... Bon, mettons que c'est un numéro ou un trait assuré, OK, parfait. À un moment donné, il faut que tu sois capable de lire les concepts de jeu devant toi. Quel receveur qui va venir te menacer? Parce que toute bonne défensive de zone, à la fin, ça devient du homme à homme. Exactement. Tu te colles au receveur. Les Alouettes, on a eu beaucoup de misère à faire ça. Il y avait beaucoup d'espace pour les receveurs de passe. Mais on va seulement voir 22 points. Non, c'est mais ça. Didier, la question que je te pose, si on réussit les 4 fameuses interceptions,
Ben, c'est Comment est-ce qu'on exactement parle ce de la que j'allais défensive? dire. C'est ça que j'allais dire. On a échappé des interceptions. Ouais. Je vais en aller là justement. Greg Reed, dans la zone début, il l'avait dans les mains, il l'a échappé. Moi, j'étais sur les lignes de côté, puis il s'en voulait tellement. Patrick Lavoie est allé le voir également. Puis Lavoie, tu sais comment Patrick Lavoie, c'est un joueur intense. Il lui dit, hey, si tu avais réussi cette interception-là, là, on n'aurait pas accordé, je crois qu'on a accordé un placement là, par la suite, quelque chose comme ça. Mais il lui a dit ça, mais en voulant l'encourager. Ouais. Mais oui, on a échappé des interceptions. Et puis quoi, lors des 7 premiers matchs, 6 premiers matchs, la défense des Alouettes, elle volait constamment le ballon aux attaques adverses. Elle donnait des possessions à son attaque. Puis là, on voit moins ça là, au cours des dernières semaines. Ouais. Alors ça, naturellement, les revirements, c'est pas quelque chose sur lequel que tu peux te fier à toutes les semaines. Parce qu'il y a des matchs... T'espères en avoir, mais... Mais c'est ça. Puis là, on les a échappés. C'est pour ça que je dis à la blague, si les 3 interceptions qui ont été échappées sont réalisées, si celle qui a été attrapée n'est pas annulée par une pénalité, bien, on a 4 interceptions. Probablement qu'aujourd'hui, on ne parle pas de la défense de la même façon. Oui, qui a accordé autant de verges. Oui, c'est ça, tu sais. Donc, il y a des jeux, mais il faut les faire quand les jeux se présentent. Oui, mais comme tu as dit, ce qui est important, c'est que dans la zone payante, on s'est resserré, on s'est dressé, on a été en mesure d'arrêter l'attaque des Argonauts, ça, ce qu'elle s'est présenté à l'intérieur de notre ligne de 20. Puis pour ce qui est de la défense de zone, bon, j'imagine que Bob Sowick va profiter de la semaine de congé afin justement d'apporter des ajustements. Mais j'aimerais qu'on retourne du côté de l'attaque. Parce que, écoute, les Alouettes, bon, devient posé depuis qu'il est revenu au jeu. On voit pourquoi on lui a donné un gros contrat via le marché des joueurs autonomes. Il fait constamment des gros jeux du côté de l'attaque. Mais il y a Eugene Lewis. C'est Eugene Lewis dont je veux te parler. Il avait été sensationnel à Calgary. Okay? C'est pas seulement avec ses réceptions, mais même sur les unités spéciales avec le Boteco qu'il a recouré. Puis là, encore une fois, à Moncton, face aux Argonauts, il a encore une fois connu un gros match. Oui, et ce qui est intéressant, s'il touche au ballon, il attrape le ballon. Il a fait des attrapés qui sont difficiles. Là. Les attrapés 50-50, il réussit constamment. Donc, clairement, c'est un gars qui joue avec un niveau de confiance exceptionnel. Lui, il est dans sa bulle. Là. Il est à un autre niveau, ça va bien, il est confiant, il a peur de tout. Il dit, s'il y a un ballon dans mon coin, c'est moi qui sors de là avec le ballon. D'ailleurs, il a fait... c'était Quan Bray qui en a fait un, puis Posey qui en a fait un autre. Là. Mais il a fait un super beau tracé quand il était tout seul. Bon, double feinte, ralenti, il s'en va dans les zones profondes, belle passe de Vernon Adams. Non, Gino Lewis, intéressant. Puis c'est fun parce que c'est lui qui a, si ma mémoire est bonne, c'est lui qui a pris la remise de Jeremiah Johnson pour le jeu renversé. Écoute, je crois que oui. Parce que lui, c'est un ancien carrière également. C'est ça. Fait que là, je me disais, est-ce qu'on revient encore avec la passe de Gino Lewis? Ben non, il l'a redonné à Vernon Adams pour finalement lancer une passe de toucher à Quan Bray. Ben non, Lewis, ça paraît qu'il est confiant. Tout ce qui touche, là, ça fonctionne. Il y a le Midas Touch, là, tout ce qui bouge, tout ce qui touche, ça devient de l'or. Oui, c'est ça. Non, vraiment, il connaît la saison. Ça se voit. Ça se voit dans son langage corporel, ça se voit dans son attitude. Mais ça se voit au niveau de plusieurs joueurs des Alouettes. Je trouve cette confiance-là qu'on a. Sans être cocky, mais on a confiance, on n'est pas intimidé par personne. Puis comme je te dis, ça, c'est depuis la première victoire de la saison face aux Tiger Cats du Hamilton qu'on le voit lorsqu'on parle aux joueurs des Alouettes. On est confiant, on est enthousiaste. Puis j'espère que ça va se poursuivre lors de la deuxième moitié de la saison. Puis si tu me permets juste un petit mot sur Posey. Moi, je me disais, Posey, c'est notre gars de coup de circuit. C'est notre gars qui va battre la couverture homme à homme. Les gars, les tracés en ligne droite. Mais les Alouettes font face à beaucoup de défensives de zone aussi. Puis je le trouvais bon. Il trouve les entre-zones. Il est excellent. Les fameux tracés dig, là, les tracés dans les zones intermédiaires qui s'en vont dans le milieu de terrain. Il trouve les entre-zones. Il attrape tout ce qui bouge. Parce que moi, je me disais, il va comme être menotté s'il fait face à trop de défensifs de zone, mais non. C'est un gars intelligent, il comprend le système, il s'en va à la bonne place. Non, c'est un receveur complet, c'est pas juste une menace verticale, c'est pas juste un one-trick pony, comme on dit. On apprend à le découvrir d'une certaine façon. On savait qu'il était un bon joueur de ce que les Alouettes ont mis sur contrat, mais naturellement, maintenant qu'on le voit sur une base quotidienne ou à toutes les semaines, on se rend compte à quel point il est tout un joueur. Puis je me souviens, lors du camp d'entraînement, qu'est-ce qu'on nous disait également, c'est que dans le vestiaire, dans la salle de réunion des receveurs de passe, dès la première semaine du camp, il aidait les autres receveurs. Il aidait les autres receveurs. On parlait de lui comme étant un leader. Puis les autres receveurs, ils savent qui il est. Il a été joueur par excellence à Coupe Grey il y a 2 ans, passé du temps dans la NFL. Donc, les jeunes receveurs des Alouettes, bien naturellement, tous leurs yeux étaient tournés vers Devere Posey. Puis il livre la performance sur le terrain et dans le vestiaire également. Et il est devenu papa pour une deuxième fois lundi dernier. Puis c'est lui-même qui a fait l'accouchement parce que son épouse et lui n'ont pas le temps de se rendre à l'hôpital. Alors, il n'a pas dormi de la semaine puis il nous a tout de même offert une excellente performance. Si c'est pour avoir un joueur de football qui fait
l'accouchement de Ah, son tu veux un bébé. receveur Tu veux un receveur de avec de passe. bonnes mains. Tu ne veux pas l'échapper. Tu ne veux pas échapper le ballon, c'est certain. Ouais, puis et dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé de l'utilisation de William Stanback? Jeremiah Ouais. Johnson, bon, le jeu au sol des Alouettes, ça n'a pas nécessairement bien été. Johnson a finalement réussi une course d'une quarantaine de verges, on n'a pas retouché Ouais. en deuxième demi, mais mis à part ça, bon, on n'a pas nécessairement bien couru avec Ouais. le ballon, mais Stanback, écoute, Ben- lors des 3 premières séquences, il n'a jamais été sur le terrain. Moi, la façon dont je voyais ça, puis j'avais fait un commentaire avant le match, moi, dans ma tête, puis je voulais pas manquer de respect envers les Argos, puis les Argos ont bien joué, puis on a un match chaudement disputé. Mais moi, dans ma tête, ma première réflexion sur l'affaire Stanback, c'est qu'il n'est pas obligé de jouer. Vous avez une semaine de congé. Exact. Vous avez une semaine de congé. Assurez-vous qu'il est à 100 %. Si ce gars-là, il n'est pas à 100 %, pourquoi le faire jouer? Et surtout T'sais, qu'on a un excellent ben deuxième oui. porteur de ballon, Jeremiah Johnson. Alors, jusqu'à preuve du contraire, alors c'est pour ça. Je pense qu'on a voulu l'habiller, on a voulu le réintégrer parce qu'à un moment donné, c'est ça aussi. Tu reviens dans ta routine de match, de préparation, dans ta période d'échauffement, la dynamique dans le vestiaire avant le match, à la mi-temps. Fait que tu essaies de reprendre ton rythme, de repogner le beat en bon québécois, mais on n'en avait pas de besoin. Fait que c'est sûr qu'on l'a clairement qu'on avait dû l'avertir. Là, on va mettre on voulait qu'il y ait une réinsertion là, progressive. C'est comme un retour au travail Oui, progressif. exactement. C'est ça. Mais les peu de fois qu'il a eu le ballon semblait pas comme le William Stanback qu'on a vu lors du premier quart de la saison. Mais là, tu m'ouvres la porte à un autre sujet. C'est parce que la ligne à l'attaque n'a pas joué un gros match. Ouais. Surtout en première demi. Hey, je regardais ça. 8 courses pour 18 verges. C'est 2,2 verges par course. Tu avais des courses de 1 verge, 0 verge, moins 1 verge, 2 verges, 1 de 6, 1 de 5. Mais je veux dire, beaucoup de courses qui arrêtaient à la ligne d'engagement. On a eu beaucoup d'ennuis. Et puis c'est ça qui est plate des fois. Quand tu n'as pas beaucoup de joueurs dans ton alignement, c'est parce que là, tu as Washington qui ne joue pas à gauche. Fait que là, on prend le gars de droite slugger, on l'envoie à gauche. Donc, on rentre un nouveau. Fait une blessure, 2 changements sur la ligne à l'attaque. Puis la ligne à l'attaque, 2 sacs du corps en première demi, pas de jeu au sol, pas de rythme, deuxième et long tout le temps. C'est peut-être ça pour ça que ça a pris du temps à partir aussi du côté de Vernon Adams. En deuxième demi, ça a été un petit peu meilleur. On est monté à 4,3 verges par course. La protection était meilleure également en deuxième demi. Puis Adams a été bon, il a bougé, il a évité la pression. Là, on dirait que ça s'est mis à débouler dans le bon sens. Mais la première demi, surtout là, pour la ligne à l'attaque, c'était très difficile. Alors, si on regarde là, du côté de l'avenir des Alouettes, ils ont congé cette semaine. Après la semaine de congé, ils vont recevoir les Lions de la Colombie-Britannique qui ont un dossier d'1 gain et 9 revers. Ça, c'est un match qu'on doit gagner à domicile, surtout qu'Ottawa continue de perdre. On va parler du rouge et noir dans quelques instants. Mais là, les Alouettes... moi, tu dis, je m'en vais tout de suite. Moi, je peux me le permettre. Nous, on peut se le permettre. Moi, le prochain match, j'ai hâte au match contre les Lions. Mais moi, c'est le match en Saskatchewan. Moi, c'est ce test-là que j'ai hâte de voir. Environnement style. Les Alouettes en doivent une aux Riders. Les Riders sont venus ici, se sont fait aider par la température afin de gagner un match que peut-être qu'ils auraient perdu. Moi, non. Moi, j'ai bien hâte à ce match-là. Mais d'abord, il faut battre les Lions. Les joueurs, exactement, ne peuvent pas penser comme nous autres. Mais moi, j'ai déjà le test dans ma tête. Ça peut être les Lions. On ne sait jamais. Mais c'est la Saskatchewan. Ça, j'ai vraiment hâte à ce match-là. Ah non, ça va être bon, ce match-là. Parce que les Alouettes... Eux, le sentiment au sein de l'équipe, ils s'en sont pas cachés. Après cette fameuse rencontre-là, c'est qu'ils s'étaient fait voler. Alors, ils vont avoir l'occasion, justement, d'en donner une aux Rough Riders. On va voir. Mais le point que je voulais faire pour la deuxième moitié de la saison, c'est que là, les Alouettes, il s'agit déjà, là, la fin du travail s'en vient, il s'agit déjà de leur 3e et dernière semaine de congé. Est-ce que tu crois que peut-être les blessures pourraient être un facteur lors de la deuxième moitié de la saison? Parce qu'on va jouer 9 matchs consécutifs. Et si même si on se rend en éliminatoire, ça pourrait être 10, 11 matchs de suite qu'on va devoir jouer. C'est clair que c'est pas optimal. Je sais pas, parce que je sais qu'il y a toutes sortes de considérations quand on établit un calendrier. Il y a des demandes des équipes. Mais moi, c'est sûr que quand j'ai vu 3 semaines de congé dans la première moitié de saison, je me dis là, c'est pas idéal. Là. Non, c'est pas bien réparti, Fait que, comme tu le dis, puis c'est parti pour qu'il joue en éliminatoire. Donc, oui, ça va être un facteur qui va être à surveiller. Là. Puis là, les entraîneurs. Mais la bonne nouvelle, c'est que Carey Jones, pour l'instant, il m'a démontré qu'il est très, très bon pour gérer ça. Niveau d'énergie, les blessures. Donne des journées de congé également à certains vétérans. Exactement. Les entraînements ne sont pas trop longs. Puis, tu sais, c'est le fun d'avoir un entraîneur qui établit son calendrier. T'sais. Fait que quand la semaine de congé arrive, là, les gars savent qu'après le lendemain après le match, il va peut-être avoir une petite réunion après ça, vous êtes en congé. Il donne le maximum de congé. Il y a des entraîneurs qui disent je vais vous ramener plus tôt. Une semaine de préparation complète, c'est 3 gros entraînements. Exact.
Mais il y en a toujours des entraîneurs. Ben là, je pourrais peut-être en faire un quatrième, un petit cinquième. Puis là, mais Corey Jones, il est C'est un constant. marathon. C'est un Il est marathon. constant. 18 matchs. Il le sait, c'est un ancien joueur. Je pense qu'il est conscient de ça. Ouais. Là. Il n'a pas oublié cet aspect-là. Alors, écoute, 5-4 à la mi-saison. Toi, tu es heureux. Moi, je suis heureux. Oui. Ça facilite notre travail de parler des Alouettes, de couvrir cette équipe-là. Alors, on espère bien sûr que ça va se continuer lors de la deuxième moitié de saison et qu'on va pouvoir décrire un match éliminatoire des Alouettes pour la première fois depuis 2014. Ça fait assez longtemps, 5 ans. On n'a pas besoin que la 17 devienne plus longue. Maintenant, du côté de la vente des Alouettes, okay? Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé lors du podcast. On a, je ne sais pas si on peut dire réellement que c'est une mise à jour. Naturellement, le commissaire de la Ligue canadienne, Randy Ambrosie, était présent à Moncton pour le match entre les Alouettes et les Argos. Avant le match, il a rencontré les médias. Et puis, ce qu'il nous a dit qui était nouveau au niveau du dossier de la vente, c'est qu'il a dit que présentement, il était en négociation avec plus de 2 groupes. Alors, on se souviendra qu'au début du mois de juin, il avait dit qu'il négociait de façon exclusive avec seulement un groupe. Par la suite, on a appris qu'il s'agissait des frères Lankoff. Là, il nous dit qu'il n'y a plus que 2 groupes avec qui il discute. Donc, est-ce que c'est 3, est-ce que c'est 4? On ne sait pas. Il n'a pas voulu entrer dans les détails. Moi, je lui demandais est-ce que les frères Lankoff sont toujours dans le portrait. Il a dit je ne veux pas commencer à parler des gens qui aimeraient mettre la main sur les Alouettes. Alors, qu'est-ce que tu penses de tout ça? C'est la saga qui se poursuit. Oui, c'est la saga qui se poursuit. Puis évidemment, on a tous hâte que ça se règle. Hein. Je pense que même le commissaire, lui aussi, il doit avoir hâte que ça se règle. Mais au moins, on peut y penser, étant donné que l'équipe gagne. Son mandat de la part des bureaux du gouverneur, c'est de pas y aller vite, c'est d'avoir les bons propriétaires, faire la bonne transaction. Fait que je comprends. Moi, si j'avais un conseil à donner au groupe là, des gens qui désirent acquérir cette équipe-là, c'est que l'important, c'est que vous gagnez les faveurs du bureau des gouverneurs. Au lieu d'essayer de mettre de la pression sur la Ligue en passant par les médias, en essayant d'aller chercher la faveur des médias, la faveur ça des a arrêté. Tu as remarqué, depuis un mois et demi, on n'entend plus rien. Là, ça, c'est une bonne nouvelle en soi. Pour moi, c'est une bonne nouvelle qu'on n'entend rien. Ça veut dire que là, on travaille en coulisses, on travaille de la bonne façon. Personne coule de l'information parce que moi, connaissant Randy Ambrosie, c'est pas lui qui va commencer à couler de l'information. C'est un gars très respectueux dans les processus de négociation. C'est un gars qui a fait de la business pendant longtemps. Ça devait l'hériter au maximum là, de voir toutes sortes d'histoires sortir dans les médias. Puis je peux comprendre que des fois, tu as des gens qui décident de je vais couler une petite information. C'est de la pression va avoir sur la faveur locale, la faveur des médias, la faveur des partisans. Puis tout le monde va dire comment ça que c'est pas eux autres? L'important d'idée, c'est d'aller chercher la faveur du bureau des gouverneurs. Ouais. C'est ça. J'espère que c'est ce que ces gens-là essaient de faire maintenant. Là. Définitivement, ils savent qu'ils ont changé leur stratégie. Là. Certains groupes là, qui sont devenus très silencieux depuis quelques semaines. Oui, parce que c'était pas sérieux là, quand un des Lankoff est allé dans le vestiaire après une victoire. C'était comme OK. Écoute, d'après moi, ça n'a pas dû bien passer au bureau des gouverneurs et à la Ligue. Là. Écoute, premièrement, je ne sais pas pourquoi on leur avait donné accès au vestiaire. Mais non, c'est pas fort. J'avais assisté à ça, j'étais aux premières loges, puis il y avait même un employé des Alouettes qui s'est retourné vers moi, puis il me regardait en voulant dire mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait là? Ouais, parce qu'il ne faut jamais oublier que. Mais même le commissaire a été pris en photo avec les frères Lankoff, souviens-toi, avant le premier match de la saison. Ça a été une erreur de sa part. Non, c'est vrai. Ça nous donnait vraiment l'impression que c'était une formalité que les Lankoff, ça allait devenir propriétaire d'équipe, parce qu'on disait, mon Dieu, pourquoi ils sont là? Ils se font prendre en photo avec le commissaire. La transaction doit être complétée. Puis là, on se retrouve maintenant presque au mois de septembre. Puis le dossier n'est toujours pas terminé. Mais la bonne nouvelle, c'est que les budgets sont en place. La Ligue n'est pas obligée de vendre l'équipe. Tous les budgets opérationnels sont en place pour que les Alouettes jouent leur saison, finissent leur saison. Il n'y a personne qui va attendre après son chèque de paie. Il n'y a personne qui va se garocher à la banque tout de suite. J'ai tué mon dépôt. Comme dans le temps des Renegades. Donc, c'est le fun parce que les Alouettes, c'est la tête tranquille, qu'on fait notre job. Puis du côté de la Ligue, on ne sent pas qu'on doit se précipiter sur la première offre. On va prendre la bonne offre. On va faire rentrer le bon propriétaire dans le club. Parce que c'est un club, ça. Là, les propriétaires d'équipes de sport, là, je sais que la Ligue canadienne, c'est différent. Ce n'est pas comme les milliardaires de la Ligue nationale. Mais encore une fois, c'est peut-être pas comme dans la NFL, mais c'est un petit groupe parce qu'il y a juste 9 équipes. Donc, ce que je veux dire, c'est que tu n'as pas à avoir tout l'argent au monde. Si tu ne joues pas comme un gars d'équipe, puis si on ne t'aime pas à face, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne clique pas, tu ne rentreras pas dans le club. Même si tu es super riche.
C'est ça qu'il faut comprendre Non, aussi. parce C'est un club select. Ben, c'est un mariage. Ouais. C'est un mariage, cette affaire-là. On ne veut pas avoir un propriétaire qui va s'amener, semer la pagaille, puis bon, dans 1 an ou 2, là, il va falloir trouver un autre propriétaire. Ouais. On veut avoir un groupe de propriétaires pour une longue durée. Alors, on va voir qu'est-ce qui va arriver dans ce dossier-là, mais heureusement, les Alouettes gagnent. Imagine-toi si ce n'était pas le cas. Alors, on espère que les victoires vont continuer de s'accumuler du côté des hommes de Carey Jones. Maintenant, on va regarder ce qui s'est passé à travers la Ligue canadienne de football. Bon, les Blue Bombers de Winnipeg, ils ont gagné 34-28 face aux Eskimos. Le match avait lieu à Edmonton. Mais là, avant de parler de la rencontre, hier, on a appris que le demi à l'attaque canadien étoile des Blue Bombers, Andrew Harris, avait échoué à un test antidopage. Résultat, c'est qu'il sera suspendu pendant 2 rencontres. Écoute, moi, personnellement, là, je veux te dire, Pierre, que ce soit au football, peu importe le sport, maintenant, je suis plus surpris lorsqu'un athlète échoue à un test antidopage. Personnellement, lorsque j'ai vu ça hier, j'ai rien ressenti. Lorsque j'ai vu Andrew Harris qui pleurait lors de son point de presse, je n'ai absolument rien ressenti puisque ça fait trop de fois qu'on assiste à ça. Toi, c'est quoi ta réaction? Ma réaction, c'est que, à quelque part, le système fonctionne. Mm-hmm. Puis je sais que, les Blue Bombers puis Andrew Harris, ils font... C'est la première fois qu'on a un joueur étoile. C'est ça mon point. C'est que, parce que faut comprendre que c'est des tests inopinés, aléatoires, puis c'est pas tous les joueurs qui vont peut-être se faire tester dans une saison. Mm-hmm. Mais ils font assez de tests, puis je ne sais pas c'est quoi le pourcentage. Je sais qu'au début, c'était 30 des joueurs, puis ça devait monter à chaque année. Je ne sais pas où on en est rendu où. Mais c'était au moins pour faire peur aux joueurs. Regarde, tu veux-tu vraiment prendre la chance parce que tu es peut-être le prochain à passer un test? Ouais. Il y a peut-être des joueurs étoiles qui sont plus visés que d'autres parce que j'ai cru comprendre qu'Andrew Harris, ça faisait quand même plusieurs tests dans les dernières années qu'il subissait. Tout semblait beau. Bon, là, on dit qu'il y a peut-être un problème. En tout cas, bref. Mais moi, ma réaction, c'était « Wow, tu sais, le système fonctionne. Là. Mm-hmm. » Parce que les Andrew Harris, puis même, c'est un gars qui s'en allait pour peut-être être joueur par excellence de la Ligue canadienne de football cette année. Toute une saison, là. Alors, la plus grosse vedette à jour, au moment présent de la Ligue canadienne, qui se fait tester. Fait que moi, j'ai vu ça comme ça. Je dis, wow, au moins le système, là, c'est pas juste, on fait pas juste des phrases, là. On a un système en place, puis on va aller tester le 3e spécialiste des longues remises, tu sais, je veux dire. Et déjà que le système du côté de la Ligue canadienne, ça fait quoi? Ça fait peut-être 4-5 ans maximum qu'il est en place. Ouais. Ça fait pas si longtemps que ça. Mais Andrew Harris, c'est de loin le plus gros nom qui a échoué à un test antidopage. Puis, écoute, ils nous ont sorti un argument. Jusqu'à preuve du contraire, on dit toujours, on va se garder une petite gêne, mais c'est sûr que, regarde, on verra, parce qu'à quelque part, même si tu dis que tu prends un supplément qui serait contaminé, c'est toi qui l'as mis dans ton corps. Puis si tu n'es pas sûr d'un supplément, je ne sais pas, est-ce que ça ne serait pas facile d'aller voir l'équipe ou d'aller voir la Ligue et dire, est-ce qu'on pourrait analyser ce supplément-là? Je veux être certain, là. Y a quelque chose qui fait pas l'affaire là-dedans? Il y a une liste de suppléments qui sont bannis ou une liste de suppléments qu'on peut prendre qui est donnée aux joueurs. Donc, c'est pour ça qu'on dit aux joueurs, regardez, vous êtes responsable de ce que vous mettez dans votre corps. Mais bon, 2 matchs de suspension, c'est pas la fin du monde. Il va être de pas là, Andrew. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Parce que là, on a gagné face aux Eskimos, 34-28. Le carrière était Chris Straveller, le carrière partant des Bombers, mais les statistiques de Straveller par la passe, 7 en 17, 89 verges. Et, il a eu du succès au sol, 14 courses, 95 verges, 1 touché. On s'entend, c'est facile de connaître du succès au sol lorsqu'on a un carrière, lorsqu'on a un demi à l'attaque, la trempe d'Andrew Harris dans le champ arrière. Puis là, il ne sera pas là pour les 2 prochaines rencontres. Nichols ne sera pas là également. Alors, qu'est-ce que ça va donner du côté des Bombers? Oui, ça vient compliquer la tâche, c'est clair. Par contre, je vais dire bravo aux Bombers parce que, souviens-toi, c'était un match pour le premier rang dans l'Ouest. Oui. Un match au sommet de l'Ouest. Ils ont gagné. Puis ils ont gagné grâce à leur défensive, grâce à Willie Jefferson. La ligne défensive des Bombers a complètement menotté la ligne des Eskimos. Tu parlais d'Andrew Harris, probablement favori afin d'être un joueur par excellence. En défense, pour moi, le vote doit être unanime. Là. Ça doit être Willie Jefferson. Là. Je vais juste fermer ma parenthèse. Mais il connaît toute une saison à toutes les semaines. Là. Tout ça pour dire que c'est ça. Ils ont gagné grâce à leur défensive et leur attaque au sol. C'était ça la recette que ça prenait. En plus, il pleuvait, tout ça. Regarde, c'était parfait pour eux autres. Mais c'est comme ça qu'ils ont gagné. Ils ont quand même 89 verges par la passe, puis ils ont quand même généré 34 points. Ouais. Il y a eu des revirements là-dedans, comme tu le mentionnes, grâce à la défense. Alors que du côté d'Edmonton, Trevor Harris, 430 verges par la passe, mais seulement 1 passe de toucher. Puis ça, combien de fois on a vu ça de la part de Trevor Harris lorsqu'il joue à Ottawa? Accumule les verges, là, arrive près de la zone début, est incapable de mener l'attaque dans la zone début. Oui, non, c'est ça. Parce que 7 placements là, de la part de Sean White. 7. Ben, écoute, je pense que ça fait 2 matchs d'affilée
contre Winnipeg. Il y a 14 placements en 2 matchs contre Winnipeg. Oui, plutôt cette saison. Lors du premier match. Exact. Donc, il ne faut pas aller chercher loin. Puis ça avait été un écart de 6 ou 7 points lors du premier match. Alors, il ne faut pas aller chercher loin. Là. Les 2 défaites des Eskimos contre les Bombers, c'est manque d'opportunisme. On ne finit pas nos séquences. Mais bravo à Winnipeg. Ils ont trouvé une façon de gagner. Oui, alors maintenant, est-ce qu'ils vont être en mesure de trouver des façons de gagner sans Harris et sans Nichols? Là, ça reste à voir. Parce que sur la charte de la position, c'était Johnny Augustine qui est le réserviste. C'est un Canadien, c'est un joueur non repêché canadien. Peut-être qu'on va changer le ratio là, du côté des Bombers. On peut aller chercher un porteur américain, on verra bien. Mais au moins, ils sont créatifs. Paul Lapolis, c'est un gars qui est créatif, mais ça va être un méchant test là, pour les entraîneurs. Oui, écoute, on le dit tout le temps, la saison de la Ligue canadienne commence réellement à la fête du travail. Ouais. Autant les choses peuvent changer rapidement pour le mieux à partir du mois de septembre, autant ça peut changer pour le pire. Donc, on va voir ce qui va arriver. Ça va être intéressant. Puis ça, c'est le cas pour les 9 équipes là, de la Ligue canadienne. Tu le sais, là, on a vu des revirements de situation pour le meilleur, comme les Alouettes, la dernière fois qu'ils ont participé aux éliminatoires en 2014. C'est quoi? On avait gagné 8 de nos 9 derniers matchs ou quelque chose du genre. On avait connu une grosse séquence avec Jonathan Crompton au poste de quart afin de participer aux éliminatoires. Puis, en tout cas, je sais que ça va te faire mal, là. On va en parler brièvement, mais je me souviens que lorsque tu jouais pour les Alouettes, tu me l'as raconté assez souvent. Vous avez une saison où vous avez commencé 9-0. Ouais. Et ensuite de ça, vous avez perdu vos 9 derniers matchs. Ouais. 7 des 9. 7 des 9 derniers. Bon, c'est un exemple là, de comment les choses peuvent changer en deuxième moitié de saison. C'est bien celui-là. On va passer au match d'Ottawa, parce que je vois que tu as des larmes aux yeux maintenant juste à passer à cette saison-là. C'est ça. Alors, le Rouge et Noir s'est incliné par la marque de 40-18 face aux Rough Riders de la Saskatchewan. Carrière partant d'Ottawa était Dominic Davis. Ouais. Moi, j'espérais voir de la progression du côté de Dominic Davis. Ça n'a vraiment pas été le cas. Les 3 premières séquences d'Ottawa se sont terminées par une interception lancée par Davis. Et ça a donné 17 points. Dans le temps de dire 17-0, ton corps la confiance de ton corps est anéantie. La confiance de ton attaque est anéantie. Tu es sur la route. Écoute, c'était pas un match de Joe Papao comme coordinateur. Hein, la foule est survoltée. Saskatchewan est en feu. Ils ont eu 5 revirements. Ça a donné 24 points. Mais les 3 interceptions, oublie ça. Là, alors, à un moment donné, il y a un petit soubresaut. Là, ils ont marqué 12 points au deuxième quart. On dit, peut-être que... Mais là, après ça, rouleau compresseur, ils étaient complètement démolis. 3 victoires, 7 défaites. Ça va pas bien à Ottawa. Là. Non, vraiment pas. Ils n'ont pas de carrière. Ils sont pas capables de chercher Jonathan Jennings, lui aussi, qui avait une si belle année de mémoire en 2016 là, à Vancouver. Lui aussi, on dirait qu'il a perdu sa confiance. Il essaie de la rebâtir. Il a mieux joué. Une belle passe à Dominic Rhymes pour un toucher, mais c'est laborieux. C'est difficile pour Ottawa. Oui, c'est difficile mais parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Mais bon, la position de carrière, on vient d'en parler en long et en large. On a perdu notre coordinateur à l'attaque. Ouais. Tout juste avant le début de la saison, qui a quitté pour la XFL. Tous les joueurs vedettes. Oui, sans parler des joueurs vedettes, Deontay Spencer, qui est avec les Steelers de Pittsburgh présentement, Greg Ellingson, maintenant un membre des Eskimos d'Edmonton. Alors là, Winston October, on n'est plus coordinateur à l'attaque. Ouais. On a ramené Joe Papao. Ça n'a pas fonctionné. Donc, il y a eu beaucoup de changements. Des changements de dernière minute également. Ça fait qu'on est incapable de marquer des points. C'est aussi simple que ça du côté du Rouge et Noir. Puis une chance qu'ils ont pour eux autres qui ont gagné contre les Alouettes en prolongation. Sinon, on parle d'une fiche de 2 victoires, 8 défaites. Oui, puis ils auraient déjà perdu le bris d'égalité contre les Alouettes. Là, exactement. L'écart serait de 6 points contre Montréal. Alors, on va voir si on va se garder une petite gêne. Puis, tu sais, c'est pas bien parti. Puis, je suis pas très en confiance quand je regarde le Rouge et Noir aller. Mais quand tu regardes des saisons passées, souvent, le Rouge et Noir, en début de saison, c'était très difficile. Puis à un moment donné, oups, ils se sont mis à décoller, à mieux jouer. Ils ont mis des séquences de victoires. Puis, ils rentraient dans les éliminatoires. Puis, ils jouaient bien en éliminatoire. Alors, parce que Ottawa n'a jamais eu une saison régulière dominante. OK, malgré le fait qu'on a gagné la Coupe Grey, qu'on a participé à des matchs de Coupe Grey comme l'année dernière, mais quand tu regardes la saison régulière, c'est généralement une fiche autour de 500. Puis là, comme tu le dis, en deuxième moitié de saison, on joue mieux, puis on se met en marche en éliminatoire. Mais là, le problème, c'est que peut-être qu'on ne participera pas aux éliminatoires cette année. Alors, on va voir ce que ça va donner, encore une fois, la deuxième moitié de saison à Ottawa. Maintenant, dans le dernier match qui était présenté au sein de la Ligue canadienne, les Tiger Cats de Hamilton ont défait les Lions de la Colombie-Britannique par la marque de 13-10. Les Lions ont maintenant un dossier de 1 victoire et 9 revers pour la première fois en 50 ans. C'est la même histoire qui se répète. Mais moi, qu'est-ce que j'aimerais savoir de ta part? Avec Dane Evans au poste de quart du côté des Tiger Cats, c'est un jeune carrière, il en est seulement à sa 2e année dans la Ligue canadienne. Hamilton est premier dans l'Est. Les Alouettes ont déjà battu les Tiger Cats là, avec Jeremiah Masoli.
Écoute, Alors, écoute, c'est pas tout ce que convaincant. j'essaie de dire, c'est que les Alouettes pourraient se rendre au match de la Coupe Grey là, dans l'Est. Absolument. Écoute, quand tu regardes ça présentement, ça fait des années qu'on dit que les Alouettes, c'est la pire situation de carrière dans l'Est. De loin. Mais là, on peut dire que c'est la meilleure situation de carrière dans l'Est. Oui. Il faut être réel et réalistique. Dale Evans, écoute, 2 interceptions encore contre les Lions. Ils n'ont pas gagné en raison de la performance de Dale Evans. Mais un peu comme les Bombers, défensive intraitable, unité spéciale, Jeff Reinebold, jeu une truqué. équipe complète. Ouais. Un jeu truqué qui permet de continuer la séquence. On va marquer un touché. Alors, on a généré... Pas mal mieux que le jeu truqué des Lions en passant. Ouais. C'est quoi ce fiasco-là? Fait que, tu sais, c'est ça. Regarde, on trouve des façons de gagner. On survit. On se garde la tête en dehors de l'eau pour l'instant. Mais il va falloir que Dane Evans produise plus parce que quand tu arrives en match éliminatoire, là, c'est vraiment les 3 facettes qui doivent contribuer. Tu ne pourras pas toujours là, sortir tes miroirs et ta fumée. Puis, tu ne vas pas affronter les Lions en éliminatoire. Ouais, les Lions ne seront bien pas là. dit, bien Donc, dit. Le miroir et la fumée, ça ne sera pas suffisant. Là. Alors, ça sera à surveiller. Ça aussi, naturellement, toutes les équipes seront surveillées lors de la deuxième moitié de la saison. Maintenant, on va se tourner du côté de la NFL. Ouais. Les matchs préparatoires sont en cours. Il se passe beaucoup de choses au niveau des actualités. Et il n'y a pas une plus grosse nouvelle que celle de la retraite d'Andrew Luck. Ça a été annoncé samedi lors du match préparatoire des Colts d'Indianapolis. Adam Schefter d'ESPN qui a sorti la nouvelle. Alors, écoute, la carrière de Luck qui se termine à seulement 29 ans. J'ai regardé son point de presse et puis, je ne sais pas pour toi, tu es un ancien joueur également, naturellement. Tu as une carrière de 14 saisons dans la Ligue canadienne de football. Je ne sais pas si tu as regardé des extraits de son point de presse. Moi, je comprenais ce qu'il disait. Lorsqu'il s'est mis à parler là, du fait qu'il était pris dans un cycle de blessures, souffrance, de remise douleur, en forme, réhabilitation, à tous les ans, depuis 4 ans. Ouais. Là, il dit que ça dure depuis 4 ans. Ouais. Puis ça c'est plus non seulement physiquement, mais également mentalement. Absolument. Et c'est la raison pour laquelle il décide de prendre sa retraite. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de ça? Probablement lorsque tu as appris la nouvelle, est-ce que les 2 bras te sont tombés? Oui, parce que, bon, tu t'attends pas à ça. Puis là, il faut croire que la nouvelle blessure au camp d'entraînement à la jambe, ça doit être plus sérieux qu'on pense. Là, ça, c'est depuis le mois d'avril qu'il est blessé au mollet. C'est parce que c'est ça l'affaire. Premièrement, son épaule, est-ce qu'elle est vraiment à 100 Est-ce que les chirurgies ont fonctionné? Est-ce qu'il est vraiment rétabli? Là, tu as une nouvelle blessure. Est-ce que ça prend encore d'autres chirurgies? Alors, comme tu disais, de tomber dans ce cycle-là, c'est dur sur le moral. Quand tu es toujours blessé, là, tu te sens inutile, tu es à la dépression. Bon, il y a des gens qui pourraient dire « Ouais, mais quand même, il a mis des millions en poche. » là. Oui, je comprends, là, mais tu sais, ces gars-là jouent au football parce qu'ils aiment le football. C'est des gars passionnés. Ça fait longtemps qu'ils font juste ça. Alors, de ce côté-là, je pouvais comprendre sa réaction. En même temps, il y a quand même, je pense qu'il y a un coussin, c'est un gars intelligent là, qui n'a pas du tout flambé son argent. Ça, c'est un point que j'allais dire, parce que les gens disent, comme tu viens de mentionner, il laisse beaucoup d'argent sur la table. Oui, mais il a déjà empoché près de 100 millions à Andrew Luck depuis le début de sa carrière. Puis c'est pas comme, écoute, durant les années 80, c'est ce que je lisais, Joe Montana, à un certain moment, était le joueur le mieux payé de la NFL, puis faisait juste 1 million, 1,3 million, je crois. En raison des salaires qui sont beaucoup plus élevés maintenant, justement, ça donne cette option-là à des joueurs de ne pas persister à jouer. Si on était durant les années 80, peut-être qu'Andrew Luck il dirait, regarde, j'ai pas le choix de continuer à jouer afin d'avoir une certaine sécurité financière. Mais maintenant, justement, les joueurs peuvent se permettre de dire, regarde, sais-tu quoi, j'en ai assez mis de côté. J'ai plus besoin de jouer. Oui, dans le fond, la seule affaire, tu m'as reposé la question, qu'est-ce que tu as pensé? J'ai pensé à ça, wow, je ne m'attendais pas à attendre ça. Je pensais pas que on en était rendu là dans son cas. Puis l'autre chose, je me dis, c'est sûr que pour l'organisation, ça ne doit pas être évident. Là. 2 semaines avant le début de la saison, tu te faisais que ton carrière vedette. Non seulement il ne reviendra pas jouer, mais il prend sa retraite. Mais je me demande, parce que ça, c'est quelque chose qu'il n'a pas dit, alors du moins durant le point de presse, je crois pas. Et il n'a pas dit quand est-ce nécessairement il a averti les coachs pour la première fois qu'il pensait prendre sa retraite. Mais moi, j'ai l'impression que du côté des coachs, peut-être qu'on le savait depuis assez longtemps. Parce que je regarde aussi les performances de Jacoby Brissett, qui a bien fait lors des matchs préparatoires. Mais le fait également que cette blessure-là, au début, on disait « c'est une blessure à un mollet ». Puis après ça, quelques semaines après, on dit « là, c'est une blessure à un os, de la cheville ». Là, ça changeait. Puis là, je me demande juste si on n'essaie pas de convaincre Luck de poursuivre sa carrière, peut-être. Oui, non. Puis dans le fond, ce que j'ai trouvé plate, c'est que, comme on sait, on n'a pas toute l'information. Fait que moi, je me dis, est-ce que l'équipe tombe dans le pétrin tout d'un coup? On a Jacoby Brissett, mais à un moment donné, il faut que tu compenses la perte d'un gars comme Andrew Luck. Puis, sincèrement, j'ai trouvé ça vraiment poche
c'est arrivé pendant le match, puis les partisans l'ont su, puis quand il a quitté le terrain, il y a des partisans qui l'ont hué. Ouais, c'est que la nouvelle est sortie. Andrew Luck était supposé avoir son point de presse dimanche à 15h. C'est là qu'il allait annoncer qu'il se retire. Fait que ça, j'ai trouvé ça dommage pour Andrew Luck. Qu'est-ce que tu as pensé justement de la réaction des partisans? C'est pas tous les gens rassemblés au exactement. C'est toujours la minorité qu'on entend le plus. Là. Fait que je comprends que c'est une faible minorité, mais c'était trop. Ouais. Ben lui-même, il a dit les gens sont frustrés parce qu'il été blessé par ça. Ouais, c'est sûr qu'il y a des gens qui doivent se dire « Tabarouette, fais des millions. Hey, moi, je travaille dans une shop, puis moi aussi, c'est dur, la santé, ma job, puis je fais pas beaucoup d'argent, mais puis je retourne travailler. » Mais regardez, c'est pas ça la réalité des joueurs de football. Mais non, mais mettez-vous dans la peau. Lui, il a travaillé pour se rendre là. Premièrement, c'est pas tout le monde qui peut jouer au football. Exactement. C'est pas tout le monde qui est prédisposé à jouer au football. Et le football, ça magane le corps. Ah ouais. Tu sais aussi bien que moi, ça magane le corps. Combien de tes anciens coéquipiers que tu vois aujourd'hui qui boitent, qui sont mal en point. Ça, c'est sans parler de gens qui ont des problèmes de santé mentale dus aux nombreux coups qu'ils ont reçus durant leur carrière. Donc, c'est pas à quelqu'un qui est assis dans les estrades à décider si Andrew Luck devrait poursuivre sa carrière ou non. Non, absolument. Puis c'est un gars intelligent. C'est un gars qui a un diplôme en architecture de l'Université Stanford, si je ne me trompe pas. Oui, exact. C'est un gars qui est très impliqué dans les causes communautaires, dans les causes, les causes caritatives. Alors, je ne suis pas inquiet pour Andrew Luck. Là. Lui, il va encore avoir un impact exceptionnel dans la communauté, que ce soit à Indianapolis ou peu importe où il va s'établir. Mais on ne sait jamais, Didier. Dans une année. Non, c'est ça. Le corps est en santé, il se sent bien, ça. Hey, Puis c'est peut-être la raison pour laquelle les Colts qui auraient pu tenter de récupérer une partie du boni qu'on lui a donné, de boni à la signature, on parle d'une somme de 24 millions de dollars. Ils lui ont dit non, tu peux garder le 24 millions. Ça, c'est juste au cas où. Je pense qu'on s'est dit du côté de Jim Irsay, le propriétaire, on s'est dit non, regarde, on va pas se le mettre à dos. D'un coup, qui décide de revenir dans un an ou deux. Non, prends le 24 millions, Andrew. Mais quand tu penses à ça, Didier, là, pendant que les Colts sont passés à travers l'ère Manning, l'ère Luck, les Pats sont encore Tom Brady. Tom Brady aurait survécu à Manning et à Luck. Incroyable. Cette fameuse rivalité qu'on avait dans le temps. Oui. Non, c'est ça. On est rendu à deuxième carrière, un troisième maintenant. Puis là, Tom Brady est toujours là. Ça me fait penser un peu comme dans le temps Brett Favre. Je crois qu'on comparait tous les carrières partant que les Lions avaient eu. Le rivaux de section comparativement aux Packers. Puis les Packers, on avait juste Brett Favre du côté de Green Bay. Mais en tout cas, on va souhaiter la meilleure des chances à Andrew Luck dans son après-carrière. Puis peut-être qu'on va le revoir revenir au jeu. Moi, j'adorais le voir jouer. Mais toi aussi, tu l'aimais bien en raison de son style. Il n'y a pas un carrière qui s'est fait plus tabasser dans les dernières années que Andrew Luck. Oui. Fait que ça aussi, là, à un moment donné. Puis combien de fois, là, au repêchage, on disait qu'est-ce que c'est? Repêcher des joueurs de ligne en attaque. On avait repêché Philip Dorsett, receveur de passe en première ronde. Il y a tout ça aussi, là. Puis je sais qu'on a amélioré notre ligne, puis ça va mieux, là. Mais tu sais, les effets cumulatifs. Puis je reviens avec le fait, est-ce qu'on sait vraiment si ces blessures à l'épaule, puis tout ça, c'est-tu vraiment guéri? On le sait pas. Y a-tu besoin d'autres chirurgies? On le sait pas. Puis il y a eu des blessures, tu parles de ces blessures-là qui étaient très sérieuses à un certain moment. Il y avait même eu une blessure à un organe interne. Ça commence à être sérieux, là, ça. Mais tu parles des mauvais repêchages. Andrew Luck a remercié tout le monde durant le point de presse. Les soigneurs, tous les entraîneurs qu'il a eus, également plusieurs de ses anciens coéquipiers, de ses coéquipiers actuels. Un nom qu'il n'a pas mentionné, c'est celui de Ryan Gregson, qui est l'ancien DG des Colts. C'est lui qui avait repêché Andrew Luck. Mais c'est lui qui a failli à la tâche. Puis comme tu dis, on en parlait lors des repêchages. On ne dit pas ça là parce que là, Luck prend sa retraite. Pendant que ça se produisait, on le disait, il est en train de bousiller la carrière d'Andrew Luck. Puis c'est de cette façon-là que Luck a fini par se blesser une épaule. Puis c'est pour ça, d'une certaine façon, que Luck est obligé de prendre sa retraite à 29 ans. L'incompétence de Gregson qui a refusé de construire une ligne à attaque. Écoute, Chris Ballard, c'est la première chose qu'il a fait. Dès qu'il est arrivé, il a reconstruit la ligne à attaque, puis maintenant, on a une des meilleures lignes à l'attaque de la NFL. Pendant ce temps-là, RG3 est encore là. Ben oui, lui aussi, c'est ça. Tu parlais de Brady Gregson aurait dû prendre un corps mobile. S'il ne voulait pas travailler sur sa ligne à l'attaque, il aurait dû prendre RG3, un corps mobile. Écoute, Griffin est toujours dans la NFL. Luck ne l'est pas. On se souviendra que les deux avaient été repêchés 1 et 2 au total lors du repêchage. C'était le débat un peu qui devrait être repêché au tout premier rang entre Andrew Luck et Robert Griffin. Ben là, Robert Griffin qui va avoir une plus longue carrière qu'Andrew Luck. Qui l'a cru? Pas aussi productif, par exemple. Juste plus long. Non, juste plus long, exactement. C'est la seule façon qu'il va avoir le dessus sur Andrew Luck. Bon, c'était la troisième semaine d'activité du côté des matchs préparatoires dans la NFL.
Puis là, on s'est rendu compte d'une tendance, c'est que les équipes ne font plus jouer leurs joueurs durant leurs joueurs étoiles, même certains de leurs partants lors des matchs préparatoires. Habituellement, la troisième semaine, c'était la répétition générale. Tous les joueurs partants jouent, des fois même jusqu'en deuxième demi, jusqu'au troisième quart. Puis là, il y a plusieurs équipes qui n'ont même pas habillé leurs joueurs partants. Ouais. Et, surtout la nouvelle vague d'entraîneurs-chefs. Mm-hmm. Parce que regarde, Belichick, il a fait jouer Brady. Ouais. Andy Reid, il a fait jouer Mahomes, il a fait jouer ses partants. On dirait que la vieille garde croit encore à l'importance de jouer un petit peu en pré-saison. Mais moi, je me dis, est-ce que c'est vraiment important je prends l'exemple de Tom Brady, c'est-tu vraiment important pour Tom Brady de jouer 20 jeux dans le troisième match? Ouais. Ça vaut-tu plus que de le perdre pour la saison au complet? Tu comprends, là? Ah non, c'est ça. C'est peut-être le joueur qui le dit aussi. Il y a des joueurs qui disent, moi, je veux jouer. Oui, c'est peut-être l'aspect mental, là, juste pour se retrouver en situation de match un peu. Peut-être c'est lui qui le demande, effectivement. Puis tu sélectionnes tes jeux en conséquence. Ouais. Tu sais, OK, on va prendre des concepts de passe, le ballon sort de ta main rapidement, on ne mettra pas ta vie en danger, on ne fera pas des reculs de 7 pas. Puis, donc, tu sais, il y a ça aussi, plus de jeux au sol. Mais tu sais, quand même, regarde, il y a des blessures sans contact. Un changement de direction, pouf, le ligament croisé antérieur, tendon d'Achille, tu as toutes sortes d'affaires qui peuvent arriver. Mais je comprends maintenant là, que moi, mes joueurs vedettes, je veux qu'ils soient là la semaine numéro 1. Quitte à ce qu'ils soient un petit peu rouillés, quitte à ce que le mois de septembre, ça soit un petit peu plus difficile. Mais honnêtement, Pierre, est-ce qu'on a réellement besoin, premièrement, de 4 matchs préparatoires? Non. OK, ça, c'est premièrement. Puis surtout que maintenant, on a plusieurs pratiques conjointes, des entraînements conjoints du côté de la NFL. On invite une autre équipe durant notre camp d'entraînement. On fait des scrimmages. On peut pratiquer des situations. Les troisième essais est long. Peut-être que, je sais pas moi, tu en as 8 durant un match. Là, tu peux faire une période où tu vas avoir 30, troisième essai est long. Tu peux essayer des stratégies. Donc, à ce moment-là, est-ce qu'on a réellement besoin de puis ces les matchs partisans, préparatoires? on va dire de quoi, à un moment donné, payer le plein prix pour les les billets. stades sont vides. Hein? Lorsqu'on regarde ça, c'est une autre affaire. Il faut qu'ils tombent à deux, un local, un sur la route. Puis mettez donc les billets moins chers, puis donnez l'opportunité à du monde qui n'ont pas la chance de venir voir des matchs de la NFL. Je ne sais pas, là. En tout cas, moi, je pense que cette année, je pense qu'après ce qui se passe, là, il va y avoir une sérieuse remise en question sur les matchs préparatoires. Comment on va gérer ça? Le nombre de matchs, mais aussi là, je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui ne vont pas dire, là, moi, c'est pas vrai que je vais payer mon billet plein prix 150 $ ou peu pour importe, aller voir les gars qui peut-être ne feront même pas le club. En parlant de gars qui ne vont pas faire le club, j'étais allé à Winnipeg, comme tu sais, la semaine dernière pour le match qu'on avait présenté sur nos ondes entre les Packers et les Raiders, match préparatoire présenté au Canada. Puis il n'y avait aucun joueur partant en uniforme en raison des conditions du terrain. Je peux te dire, ça a été un des matchs là, les plus décevants auxquels j'ai assisté, surtout durant la période d'échauffement. Bon, Aaron Rodgers d'un côté, Antonio Brown de l'autre. Je me disais, wow, on va les voir à l'heure, peut-être pendant 1-2 séquences, mais quand même. Puis là, finalement, les Packers qui ont décidé de ne pas faire jouer leurs joueurs partants. Puis ça a été la même chose du côté des Raiders. Le seul côté positif, c'est tous les jeunes joueurs qui ont la chance de jouer plus de répétitions. Tu mets ton curriculum vitae sur les bandes vidéo. Si ça ne marche pas avec les Raiders, les Packers, ça va peut-être marcher avec une autre équipe. Fait qu'au moins, ces joueurs-là ont plus d'opportunités, plus de jeux. Peut-être que ça va les aider, mais c'est sûr qu'au niveau du spectacle, c'est vraiment pas fameux. C'est pas un bon produit qu'on montre du côté de la NFL. Mais maintenant, on va continuer avec les actualités. Bon, il y a Cam Newton qui a subi une blessure à un pied lors du match préparatoire des Panthers, mais il semble que finalement, ça a été plus peur que de mal. Hein? Ben lui, c'est sûr qu'avec avec son épaule, avec la fin de saison l'an dernier, lui, je pense que c'était important. Mais encore là, tu sais, je dis c'est important qu'il joue. Peut-être que lui, il voulait se sentir dans un vrai match. Ta préparation, ce qu'on parlait tantôt, ta routine de match, ta préparation de match, ta période d'échauffement, l'énergie. Fait que lui, il a quand même besoin de tester son bras et quand même de reprendre le beat. Mais encore là, il se fait mal à un pied ou à une cheville. Fait que c'est toujours ça. Il faut que tu pèses ce que ça nous amène versus le risque. Puis c'est pour ça que je dis 12, 15, 20 jeux. Ça vaut-tu vraiment la peine? Oui, c'est ça. Exactement. Mais bon, au moins du côté de Newton, il semble que la blessure n'est pas grave, qu'il devrait être à son poste pour la première semaine d'activité. Du côté des Texans de Houston, on a perdu les services de Lamar Miller, notre demi à l'attaque partant, qui va rater toute la saison en raison d'une blessure à un genou. Miller, lui, s'est blessé à l'entraînement. Toutefois,
Une chance qu'on a mis ce contrat à Duke Johnson, en fait, qu'on a complété une transaction du côté des Browns. Et puis bon, il va y avoir des coupures samedi, donc j'imagine qu'on va également mettre sous contrat un autre porteur de ballon du côté de Houston. Miller, il était numéro 1 parce qu'il avait du potentiel, il était bon. Mais tu sais, porteur de ballon, je veux être respectueux, mais c'est une position que normalement, tu peux quand même, tu sais, à court terme, là, tu peux te débrouiller. Là. Tu peux trouver des joueurs qui peuvent venir t'aider. Alors, tu sais, disons qu'il y a pire position là, où tu pourrais avoir des blessures que porteur de ballon, tu sais, sans vouloir... Rien à dire à Lamar Miller, sans vouloir l'insulter. Non, puis tu sais, sans vouloir dévaluer la position de porteur de ballon, mais tu sais, toutes les années, tu vois des gars de 4e, 5e, 6e ronde, des joueurs non... Tu sais, Arian Foster, là, avec les Texans, il n'a jamais été repêché, lui, mais il a fini premier aux statistiques pendant plusieurs années dans la Ligue nationale de football. C'est un des meilleurs porteurs de ballon de la Ligue. C'est pour ça que je dis ça, là, tu sais... Il y en a des porteurs. On verra si on pourra en dénicher un autre du côté. Ils ont besoin de receveurs aussi, les Texans. Oui. Alors, on va avoir du pain sur la planche pour Bill O'Brien. On sait qu'on n'a même pas de DG officiellement du côté de Houston. Alors, il y a nos joueurs québécois qui étaient en action lors des matchs préparatoires. On a jeté un coup d'œil, on les a épiés. On va commencer par le secondaire extérieur des Bears de Chicago, ancien du Rouge et Or de l'Université Laval, Mathieu Betts. Betts et les Bears affrontaient les Colts à Indianapolis. Mathieu n'a joué que 2 séquences. Ça s'est passé au 4e quart. Alors, qu'est-ce que tu as pensé là, de sa performance? Oui, bien c'est sûr que quand tu es au 3e match, puis tu t'embarques juste à la fin du match, tu sais, je pense qu'il y avait 2 jeux à la fin de la première demi, là, mais il n'y a pas beaucoup joué en première, 2 jeux en première demi, puis surtout le 4e quart. Fait que c'est sûr que, bon, dans l'organigramme, tu es pas mal en bas. Tu es dans la 3e, sinon 4e équipe. Alors, c'est sûr que c'est difficile. Puis je regardais là, les jeux. Contre le jeu au sol, c'était pas si pire. Tu es capable d'ancrer le point d'attaque, mais pour chasser le corps, c'est le plus difficile. Tu vois là qu'il le petit côté explosif, il l'a pas. Là. Il n'est pas capable de déjouer les joueurs de ligne d'attaque aussi facilement. Les gars sont plus gros. Les gars sont plus forts, les gars sont plus rapides, et ils ont les bras longs. Mais est-ce que c'est pas plutôt une question, pas plutôt justement de l'opposition? Pas nécessairement qu'il n'est pas assez explosif, mais c'est juste dans son coffre à outils. Parce que moi, les entraîneurs de ligne défensive, ils me disaient toujours ça. Tu dois avoir un coffre à outils si tu veux être un chasseur de quart. Tu ne peux pas juste se fier à ta rapidité. Il faut que tu sois un bon technicien. Il faut que tu sois en mesure d'utiliser tes mains. Il faut que tu sois en mesure d'avoir une bonne technique du taureau, de transformer la vitesse en puissance. C'est pas le fait peut-être justement qu'il se fie trop à sa vitesse, qui fonctionnait très bien naturellement lorsqu'il jouait dans les rangs universitaires canadiens. Mais là, le niveau de talent est plus élevé. Les joueurs sont plus gros, plus rapides, plus agiles. C'est peut-être pas ça qui lui donne des ennuis, justement. Oui, non, c'est clair. C'est clair que l'opposition est plus grande. Là, tu pars du football universitaire canadien puis tu t'en vas dans la NFL. Alors, c'est pas compliqué à comprendre. Puis c'est ça, les gars sont plus gros, les gars ont les bras plus longs, les gars sont plus rapides. Ça prend plus de temps à les contourner. Puis on voit que des fois, il essaie de contourner, mais il se fait tasser. Alors, il passe, mais il passe très loin derrière le carrière. Donc, il se fait sortir de la pochette littéralement. Et quand tu regardes ça froidement, ça ne regarde pas bien. Là. Je veux dire, c'est plate, là, mais présentement. Puis je ne sais pas si les Bears... J'ai remarqué que les Bears, ils ont fait beaucoup jouer Isaiah Irving, un gars de 3e année. Carly Fitz, un gars de 2e année. James Wathers, un ancien des Stampeders de Calgary, un joueur autonome. Ces 3-là, ils ont joué beaucoup. Ouais. Alors, des fois, tu te dis, Mathieu, peut-être qu'il devient un projet dans la tête des Bears. Alors, regarde, on n'a pas besoin de le faire jouer la game numéro 3. On sait que c'est un projet. On sait qu'on le met sur l'équipe de pratique. Parce qu'il en est juste à sa première année, comparativement aux autres qui en sont à leur 2e, 3e année. Puis les autres, 2e, 3e année, des joueurs autonomes de la Ligue canadienne, il faut savoir ce qu'ils ont dans le ventre. On les fait jouer. On ne sait jamais, là, ça peut être peut-être ce genre de situation. Mais c'est sûr que il faut que tu fasses des jeux pour te faire remarquer. Ouais, ben, c'est ça, depuis, moi, j'ai regardé malheureusement, tous ces matchs il n'en a pas fait. Exactement, depuis le début des matchs préparatoires, c'était son 3e. Il n'a pas fait de jeux qui te font dire « Wow, OK, ouais, ça, il y a quelque chose ici. » Par contre, il a démontré une amélioration face au jeu au sol. J'en parlais la semaine dernière. Je voulais qu'il soit plus solide au coin de la ligne afin de s'ancrer face à la course. Ça, il l'a mieux fait contre les Colts qu'il avait fait lors des 2 premiers matchs préparatoires. Donc ça, c'est un point positif. Mais pour ce qui est d'appliquer de la pression, le pass rush, je ne l'ai pas vu transformer justement sa vitesse en puissance jusqu'à présent. En tout cas, on lui souhaite la meilleure des chances. Parce que, tu sais, il ne faut jamais oublier que dans l'évaluation d'un joueur,
tous les entraînements rentrent en ligne de compte. Exact. Puis ça, on ne les voit pas, les entraînements. À l'entraînement, il y a peut-être 100, 200 répétitions. En match, il y en a 10. Ce qu'il fait à l'entraînement, ça va compter beaucoup dans l'équation. C'est pour ça qu'il faut faire attention sur ça, un petit chat. Puis c'est clair qu'on lui souhaite, là. Mais pour l'instant, regarde, il manquait un petit quelque chose. Il manque un petit quelque chose. Puis les autres joueurs m'ont dit, tu sais, Vathers, c'est le jeu qui fait wow. Vathers, à un moment donné, il a contourné, il a fait un sac, il a fait échapper le ballon au carrière adverse. Ça, c'est sûr, les entraîneurs le remarquent à ce moment-là. En même temps, les entraîneurs vont peut-être se dire, oh, un instant, ça, c'est le 6e bloqueur du côté gauche. Fait que, tu sais, moi aussi, j'aurais pu passer à côté et faire perdre le ballon au carrière. Fait qu'il faut, tu sais, il y a un paquet d'éléments dans l'évaluation. Fait qu'il ne faut pas sauter aux conclusions. Mais, tu sais, il y a un petit... Pour l'instant, là, c'est une pente qui est... c'est ardu, là. Tu sais, c'est pas aussi facile. Ben écoute, il lui reste un match préparatoire, le 4e et dernier. J'espère qu'il va obtenir beaucoup de temps de jeu, ce qui veut dire qu'il va avoir l'opportunité de réussir des jeux, de faire des jeux qui vont nous faire dire « wow », mais pas juste afin d'impressionner les Bears, afin d'impressionner les 31 autres équipes. Si jamais il est libéré par les Bears, ben, il y a peut-être une autre équipe qui va dire « hey, sais-tu quoi, nous, on aimerait ça t'avoir au sein de notre équipe d'entraînement. » Parce que quand j'ai regardé le match, j'ai même aussi... j'ai peut-être pas vu tous les jeux, mais j'ai scruté un peu les unités spéciales. Je suis capable de le voir à quelque part, ces unités spéciales. Je ne l'ai pas vu non plus. Là, fait que tu dis, OK, à un moment donné, là, c'est un secondaire extérieur. Non, ben, tu dois te faire ta marque sur les unités spéciales. Les autres, je les ai vus. Irving, je l'ai vu. Fitz, je l'ai vu, ces unités spéciales. Fait que, tu sais, il y a ça aussi. Là. Si tu es pour être réserviste, il faut que tu m'en donnes ces unités spéciales. Fait que... on va voir. C'est un projet. Non, c'est un diamant, là, c'est brut. Mais tu sais, regarde, puis je sais qu'on ne comparera pas les deux, là, parce que Laurent Duvernay-Tardif, c'est une force de la nature, puis c'est un gars, je veux dire, son histoire est incroyable. Mais tu sais, Laurent, il était sur l'équipe de pratique la première année. Il ne faut pas oublier ça. Là. Non, mais c'est ça, exactement. Les Chiefs l'ont vu comme un projet. Mais exactement. Puis également, le fait que Mathieu Bonjour, à position de secondaire extérieur, ailier défensif, la transition n'est pas la même. La transition est plus difficile, je crois, pour un ailier défensif qui sort du football universitaire canadien d'aller à la NFL comparativement à un joueur de ligne. Moi, j'ai l'impression aussi. Puis, dernier point, je ne sais pas, quand tu regardes les matchs et les jeux, on dirait que des fois, il n'est pas sûr comment il veut se positionner. Je reste en 2 points d'appui, je m'en-tue ma main à terre, je me relève, je suis en 2 points, mon pied gauche en avant, mon pied droit en avant. On dirait qu'il... Je sais pas, là, ben, tu sais, je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais tu sais, écoutons, il est en train de chercher là, une position dans laquelle il va être le plus confortable possible. Bon, je sais que des fois, il faut que tu recules en couverture, fait que c'est sûr que si tu as la main à terre, ça ne sera pas évident. Non, c'est ça. Mais par contre, lorsqu'il recule en couverture, il bouge bien. Lorsqu'il a de l'espace, c'est là que je trouve qu'il est à son mieux. Mais on va voir ce que ça va donner. La saison va commencer le 5 septembre à Chicago. Je suis supposé être présent. Alors, j'espère que Mathieu sera là. Mathieu, un ami du podcast qu'on a eu entrevue il y a quelques semaines. Alors, on espère le voir à Chicago dans l'uniforme des Bears. Autre Québécois qui est en action, c'est un autre ami du podcast, ça donne comme ça. Il s'agit d'Anthony Auclair et les rapprochés des Buccaneers de Tampa Bay, les Bucs, qui recevaient la visite des Browns de Cleveland. Alors, Anthony qui s'est blessé à un mollet au cours de la rencontre. Hier, il ne s'est pas entraîné. Hier on était lundi, bien sûr. Alors, la question de savoir, est-ce qu'il sera rétabli de cette élongation musculaire à un mollet pour la première semaine d'activité? Oui, ça, c'est la question. Mais tu sais, dans le cas d'Anthony, c'est clair que lui est dans l'équation. Dans l'équipe, il est partant. D'ailleurs, c'est le troisième ailier rapproché, mais on en utilise 3 régulièrement ou des formations avec 2 ailiers rapprochés. Donc, ça fait passer un peu comme les demi de coin. Le troisième demi de coin qui est finalement un joueur partant, c'est le rôle qu'il joue du côté de l'attaque. Dans le match, moi, je le mettais dans mon top 2. De la façon qu'ils ont été utilisés, c'était O.J. Howard puis c'était Anthony Auclair, parce qu'il n'est pas souvent là à 3 ailiers rapprochés. C'est important parce que Bruce Arians, historiquement, c'est un gars qui adore avoir beaucoup de receveurs de passe. C'est pas un gars qui va nous rentrer des formations à 3 ailiers rapprochés ou à 2 ailiers rapprochés. Il l'a fait quelques reprises. Fait que ça ressemblait à... Anthony Auclair est là en premier essai, deuxième essai. O.J. Howard rentre en troisième essai. C'était pas aussi facile que ça à figurer, là, mais ça ressemblait à ça. Quand c'était le temps de courir, avoir des blocs percutants au point d'attaque, c'était le 82 qui était là. C'était Anthony Auclair qui était là. D'ailleurs, 3 belles courses que j'ai regardées, ça rentrait directement derrière Anthony Auclair. On l'avait, des fois, c'était des blocs de base. Il était sur le coin, puis c'était un drive block. Je pousse le gars en avant de moi. Des fois, on le déplaçait comme un centre arrière, puis il allait faire un power, puis il allait bloquer un secondaire. Il est constant avec ses blocs. Oui, c'est ça. Fait que moi, quand je regarde ça, premier retour de bottée d'envoi, il est là.
Ça, c'est un bon signe. Ouais, Première unité de bottée d'envoi, il est là. Ouais, il joue également sur l'unité de bottée d'envoi. Il y a quelques semaines, il avait réussi un plaqué lors de la première semaine. Première unité offensive, il est sur le terrain. Fait que, tu sais, moi, je me dis, avec la façon dont Arian, d'habitude, gère son attaque avec ses formations, la clé, c'est que tu sois dans le top 2. Pour moi, il était dans le top 2. En tout cas, dans ce match-là, il était dans le top 2. Fait que ça regarde bien pour lui. Je pense que c'est leur meilleur bloqueur également à la position d'ailier rapproché. Puis tu as parlé d'O.J. Howard. Il y a également Cameron Braith qui est là. Il y a Hudson qui est un joueur de deuxième année, numéro 88. Ils sont plus rapides, plus athlétiques qu'Anthony, mais ils ne sont pas des aussi bons bloqueurs. Donc lui, je crois qu'il a bel et bien sa niche. Il a son rôle, puis il le fait très bien. Alors Anthony Auclair, ça va être une question d'être en santé pour la première semaine d'activité, mais il sera là pour une troisième année dans l'uniforme des Bucks. Ça regarde bien. Ouais, tu vois clairement qu'il fait partie de l'équation. Oui, exactement. Et notre troisième et dernier Québécois, il s'agit de Laurent Duvernay-Tardif. Les Chiefs, eux, ils affrontaient les 49ers de San Francisco. Et du côté de la ligne à attaque des Chiefs, on continue d'y aller on tente des expériences durant les matchs préparatoires. Alors, Laurent était partant, bien sûr, mais on l'a vu faire un système d'alternance avec Andrew Wiley. Donc, Laurent, finalement, a joué seulement 2 séquences contre les Niners. Oui, non, c'est ça, parce que la ligne à l'attaque, la première ligne à l'attaque, a joué plus longtemps que je pensais. Même les bloqueurs, Fisher et Schwartz, ils ont joué pas mal plus longtemps que je pensais. Même quand Mahomes était sorti, les bloqueurs partants étaient encore là pour le deuxième quart. Puis j'ai remarqué, c'est ça la même affaire. Il y avait une rotation au niveau de la position de garde du côté droit. Mais il m'a dit de quoi, Laurent, j'ai trouvé que c'était Laurent. Je l'ai regardé et puis j'ai trouvé qu'il y avait du pep dans les jambes, il y avait des springs dans les jambes. J'ai trouvé explosif. Évidemment, c'est un gars qui est mobile. J'ai trouvé très à l'aise dans sa position de départ. Il était solide. Tu sais, Laurent, il est tellement fort au niveau du bassin et des cuisses. Ça, c'est un élément qui est essentiel pour la ligne à l'attaque. Donc, quand il y a le temps de bouger, évidemment, ça explose. Quand c'est le temps d'ancrer son bas du corps pour arrêter la charge du taureau, il est capable de le faire. Moi, j'ai trouvé c'est le temps solide. d'aller au deuxième niveau. Il le fait facilement en plus. Regarde, Laurent, c'est un des meilleurs gardes de la NFL. Il faut juste qu'il reste en santé. Exact. C'est ce que je dis depuis le début des matchs préparatoires durant le podcast. Moi, je ne suis pas inquiet pour Laurent. Il faut juste qu'il reste en santé, puis il va se charger du reste. Parce qu'on l'a vu en santé, c'est un des meilleurs à sa position dans la ligue. Je trouve que sa position de départ est neutre. Que ce soit pour un jeu au sol, que ce soit par la passe. C'est la même. C'est la même. Il est à l'aise, il est fluide. À un moment donné, je l'ai vu, il s'est fait une charge du taureau. À un moment donné, comme on dit en termes de football, il a jeté l'encre pour s'accrocher, puis le joueur a arrêté. À un moment donné, c'était aide le centre, aide le bloqueur. T'sais. On s'entend, là, quand tu es médecin, là, je serais prêt à parier que Laurent ne fait pas beaucoup d'erreurs d'affectation. Hein? Non, j'ose croire que non. J'ose croire que non, exactement. Ben non, regarde, c'est intéressant à voir. Puis moi, je me souviens, il est allé au deuxième niveau, tôt dans le match, il est allé au deuxième niveau. Puis son bloc n'avait pas vraiment d'incidence sur le résultat du jeu, mais je l'ai vu sortir de la ligne à l'attaque, puis je dis, voyons donc. C'est là que je dis, Christy, là, tu sais, fresh legs, là. Il se déplace comme un centre arrière, on dirait, ou à peu près, Puis la rotation, ça fait-tu partie du plan de match pour Laurent, parce qu'on sait qu'il revient d'une fracture à la jambe. Alors, qu'est-ce qu'on m'a dit, la rotation, c'est plus par rapport à la position du garde à gauche. C'est qu'on voulait tester Cam Irving à la position de garde à gauche. Alors, c'est la raison pour laquelle Laurent est allé de l'alternance à la position de garde à droite. Parce que lors des 2 premiers matchs préparatoires, c'était Laurent qui était uniquement le garde à droite partant. Alors, ça, ce sera à surveiller. Les équipes de la NFL qui ont le don de jouer des tours des fois. Mais écoute, moi, de ce que j'ai vu la même chose de toi. Une autre excellente performance à part de Laurent Duvernay-Tardif. Et il avait offert de très bonnes performances lors des 2 premiers matchs préparatoires. Alors, ça se poursuit pour lui et l'attaque des Chiefs de Kansas City. Et maintenant, on va continuer ce que je fais depuis le début des matchs préparatoires. Parce que, les débuts des matchs avec les matchs préparatoires, évaluer les équipes, c'est difficile. Là, c'est encore plus difficile cette année. On vient d'en parler. Les joueurs partants jouent de moins en moins. Alors, il faut se concentrer plus sur les performances individuelles. On vient de le faire avec les 3 Québécois qui jouent dans la NFL. Maintenant, on va se concentrer sur les carrières recrues qui ont été repêchés en première ronde, comme je le fais depuis le début des matchs préparatoires. Je parle bien sûr de Kyler Murray, Dwayne Haskins et de Daniel Jones. On va commencer avec le tout premier choix du repêchage. Kyler Murray des Cardinals d'Arizona, les Cards qui affrontaient les Vikings du Minnesota. Ça a mieux été pour Murray que lors de la dernière semaine, où là, écoute, il était sous pression, sous une pression constante et il avait raté des passes de routine également. Il a offert une meilleure performance face aux Vikings. Oui, c'est intéressant parce que je regardais ses statistiques totales, là, 23 en 36, 193 verges, pas de passe de toucher, pas d'interception. Il a joué pendant 10 séquences. Ils n'ont pas produit beaucoup de points.
Mais en même temps, il a démontré, là, contre Minnesota, écoute, il a fait une passe, là, je pense que c'était 33 verges. Là, à un moment donné, il a une passe dans les zones profondes. Il a démontré la force de son bras, le doigté qu'il y a dans les zones profondes. C'était sa force au collège. Évidemment, il y a de la mobilité, il y a du Russell Wilson dans le nez. Là, parce que c'est ce style-là. Mais moi, ce que j'ai hâte de voir, parce que quand je pense à Cliff Kingsbury, c'est quoi le edge qu'il a? C'est quoi l'avantage qu'il a? C'est que on ne connaît pas son attaque. Exactement. Ouais. Donc, il ne montre pas son attaque. Moi, je me dis, les Cards doivent être en train de rouler une attaque fantôme. Une attaque là, que, sur le côté, on la prépare. Là. On va faire des formations avec bien des ailiers rapprochés, puis on va faire des affaires de même. On ne fera pas en tout pendant la saison. Fait que c'est ça que j'ai hâte de voir. Fait que là, présentement, c'est saveur vanille ou sans saveur. Pas de no-huddle, pas de tempo rapide. Tu sais, tout ce qu'il va faire pendant la saison. Fait que tu me dis... Tout ce qui est la marque de son attaque. Exact. C'est pour ça que je me dis jusqu'à quel point on peut évaluer. Mais en même temps, comme tu dis, contre Minnesota, j'ai trouvé que Kyler Murray était plus en contrôle. Tu sais, ça avait l'air d'aller un petit peu moins vite. La protection était meilleure également que la semaine précédente face aux Raiders. Il faut figurer toute la dynamique de mettre le ballon en jeu. Là. Je pense qu'il avait levé le pied au lieu de faire son clapping. Là, là il a levé le pied. En tout cas, il y a tout ça à figurer. Mais non, regarde, on peut pas... Tu sais, il y a 36 passes tentées là, dans une attaque qui n'est pas encore son attaque. Fait que, semaine numéro 1, c'est là qu'on va en apprendre un petit peu plus. Non, c'est ça. Moi, ce que je vais surveiller du côté des Cards, je le disais la semaine dernière, ça va être la ligne à l'attaque. Ouais. Moi, je trouve que durant le repêchage, on n'a pas fait grand-chose durant la saison morte afin d'améliorer cette ligne à l'attaque-là, qui était vraiment pitoyable l'année dernière. Puis la semaine dernière, les Raiders ont blitzé beaucoup lors de la deuxième semaine. Puis il y a eu beaucoup d'ennuis en termes de protection. Alors moi, j'ai bien hâte de voir ça. Et puis Kyler Murray, si on le garde dans la pochette, est-ce qu'il va être capable de repérer les receveurs? Est-ce que ses passes vont être rabattues? Ouais. Parce qu'on sait que Russell Wilson est capable, Drew Brees est capable. Mais il est encore plus petit qu'eux. C'est ça. Mais les petits corps, ils trouvent les corridors de passe avec leurs pieds. Ouais. Avec leurs yeux aussi. Il a été petit toute sa vie. C'est sûr qu'il faut que tu te déplaces. Il faut que tu sois très bon dans ta pochette. Parce que c'est sûr que tu as des mastodontes en avant de toi. Là, à un moment donné, il a plus de joueurs. Murray a l'air minuscule. Pierre, lorsqu'on le voit sur le terrain, là, à côté de ses joueurs de ligne à l'attaque, Wilson, oui, il n'a pas l'air grand, mais écoute, Murray a vraiment l'air petit. Ouais, Wilson est un peu plus costaud. Oui, définitivement. Définitivement. Alors ça sera à surveiller également. Bon, du côté de Kyler Murray, c'est pour tenir le coup face au coup, justement, au plaqué qu'il va recevoir durant la saison régulière. Maintenant, le carrière recrue des Redskins de Washington, Dwayne Haskins, lui, il affrontait les Falcons d'Atlanta. Bon, c'est déjà réglé à Washington, c'est Case Keenum qui sera le carrière partant. Haskins, lui, eh bien, il a joué toute la deuxième demi ou à peu près. Qu'est-ce que tu as pensé de sa performance? Bien, au moins, il a généré des points. Si ma mémoire est bonne, là, il y a 3 séquences offensives où, à la suite de revirements, notamment, là, les Falcons ont toutes sortes d'ennuis, ces unités spéciales. On a marqué des points. Fait qu'il a permis à l'attaque de générer des points. Mais c'est un corps recru. Tu vois que il n'est pas aussi prêt. Il a joué une année à Ohio State. Oui, une année comme partant. Juste une, Fait que ça le rattrape. Fait qu'on manque. Qui dit manque d'expérience, recrue, ça dit automatiquement manque de constance. Exact. Fait qu'on a vu des passes qui nous font dire « Wow! » Deuxième pré-saison, je pense qu'il a lancé une passe de 55 verges. Clairement, la force du bras, c'est pas un problème. Non, il y a un canon. Mais il y a eu des interceptions. Cette année, il en a lancé 2 interceptions en 17 séquences. Mais il y en a une, je me souviens, c'était une mauvaise passe, c'était une mauvaise décision. C'était en fin de première demi, c'était en premier essai 10, c'était dans le territoire de l'autre équipe. Retourner pour un toucher. Gérer les matchs, gérer la situation. Hey, première et 10, chef, prends pas une décision osée. Lance-le dans les gradins s'il le faut. Fait que là, tu t'aperçois que la maturité n'est peut-être pas encore là. Puis c'est un jeune, évidemment, choix de première ronde, tu veux bien faire, tu veux impressionner. Tu prends une mauvaise décision. Fait que c'est ça que tu regardes ça, puis tu as tout ce côté développement, côté patience, je pense que ça prend. Puis, c'est peut-être pas une mauvaise affaire qu'on dit que c'est Case Keenum. Ça risque d'être plate pour ce Case Keenum, parce que j'allais dire, eux aussi ont des problèmes de ligne à l'attaque. Trent Williams n'est pas au camp. Fait que peut-être qu'on se dit c'est mieux de pas maganer notre jeune, qui déjà a besoin de confiance, a besoin de développement et de patience. Puis là, si on le met dans la fosse au lion, pas de ligne à l'attaque, il se fait frapper, il va perdre sa confiance. Oui, c'est ça. Non, mais Haskins, qu'est-ce que je vois de lui depuis le début des matchs préparatoires, c'est pas mal la même chose que toi. Il a du talent. Ouais. Ça, c'est évident. Bon, vraiment, sa carrure est imposante. Il a démontré qu'il était plus mobile qu'on pouvait le penser, malgré sa grosse charpente. Son bras,
Mais c'est ça, c'est la constance. Il n'est pas prêt à être un carrière partant. Peut-être en deuxième moitié de saison. Là, il va avoir acquis de l'expérience un peu plus. Peut-être que là, on va le voir devenir un carrière partant des Redskins. Parce que, tu sais, plus ça va, puis c'est la mode dans les rangs universitaires, tu fais que exécuter le jeu. Les coachs prennent la décision pour toi. Il n'y a plus de caucus. Tu ne dis plus le jus dans le caucus. Tu ne calls pas la protection. Là, tu arrives à NFL, il faut que tu dises le jeu dans le caucus, il faut que tu arrives à la ligne d'engagement, il faut que tu figures tes protections. Tout ça, c'était fait pour toi. Fait beaucoup, là. Ouais. Fait que ça, c'est des fois, ça devient plus compliqué. Oui. Mais au moins, le talent est là du côté d'Haskins. On va voir s'il va pouvoir se développer. Et le troisième carrière dont on voulait vous parler, c'est bien sûr Daniel Jones. 6e choix au total des Giants de New York. Les Giants et Jones affrontaient les Bengals de Cincinnati. Et Daniel Jones, il faut dire qu'il est 3-3 jusqu'à présent. Il n'a pas connu un mauvais match préparatoire pour qu'est-ce que ça vaut. Bien, ça, c'est. Là, on vient de parler surtout de Haskins qui n'a pas joué beaucoup. Bien, Daniel Jones, c'est le contraire. C'est le carrière dans le repêchage qui avait le plus de matchs joués, le plus de répétitions, qui avait aussi le plus de responsabilités au niveau de l'attaque, comme dans une attaque de la NFL à Duke. Donner le jeu dans le caucus, les protections à la ligne d'engagement, prendre des décisions, changer les jeux. David Cutcliffe, l'entraîneur de Duke, qui est très exigeant envers ses carrières. Exactement. Donc, lui, tu sentais qu'il est plus prêt. Puis, il me dit, ça paraît, écoute, il y a seulement 5 passes incomplètes. J'ai-tu mis les bons chiffres, moi, là? Y a-tu 25 en 30, 369 verges? Écoute, c'est les chiffres que j'ai calculés en 9 secondes. Des matchs préparatoires. J'espère que je ne me suis pas trompé, mais si je me suis pas trompé, il y a juste 5 passes incomplètes. Mais c'est assez solide. Puis moi, il y a un jeu. Il avait été parfait lors du premier match préparatoire. Il y a un jeu que j'ai aimé et qui m'en a dit beaucoup. Puis si moi, je suis coéquipier de Daniel Jones, ça, je n'haïs pas ça. Contre les Bengals. Il se fait ramasser dans l'angle mort, il échappe le ballon. Un de ses joueurs récupère le ballon, bonne nouvelle. Le jeu suivant, il a fait une super passe, ça ne l'a pas affecté. Il est resté dans la pochette, droite comme un chêne. Il était courageux. Écoute, il est habitué de se faire frapper. À Duke, là, il était démuni de talent autour de lui. Non, mais c'est vrai. On n'avait pas de ligne à l'attaque. Il n'y avait pas de receveur de passe. Il faudrait que je regarde dans mes notes lorsque je m'étais préparé pour le repêchage. Mais le nombre de passes qui avaient été échappées l'année dernière, c'était ridicule, Pierre. Donc, on n'avait pas de receveur. Donc, lui, de l'adversité, là, il en a connu durant sa carrière. Alors, peut-être c'est pour ça qu'il est resté de glace. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, j'ai adoré ça. Je pense que j'ai regardé mes notes. C'était Darius Slayton, le joueur receveur recru. Troisième et long, 27 verges. Fait que ça m'en dit là, sur sa force de caractère. Puis, tu sais, comme tu dis, il y avait eu le pratique. Ça, je me souvenais plus de ce point-là. Mais ça, tu gagnes des points avec tes coéquipiers. Ça, c'est intéressant. Le seul problème, c'est que j'ai vu qu'il y avait 3 échappés à son dossier en 9 séquences. Alors, sécuriser le ballon. Sécuriser le ballon, ça, c'est essentiel à la position de carrière. Ça, il faut que tu règles ça. Quoique je sais que quand tu te frappes dans l'angle mort, des fois, il y a pas mal de corps qui ça peut arriver, mais la semaine dernière, il avait échappé la remise. C'est ça. Donc, ça, c'est de sa faute. Et il y avait un autre jeu, il n'avait pas les 2 mains sur le ballon dans la pochette. Alors, il a été victime d'un échappé. Alors là, on parle de mécanique. Ce sont des choses qu'on peut améliorer, mais tout commence avec la protection du ballon, naturellement. Puis, il a l'air calme. Il a un peu les mêmes langages corporels qu'Eli Manning. Il faut croire que ça fait partie de la recette à New York. Mais moi, puis j'ai vu des statistiques passer, là, parce qu'à un moment donné, ça sort de partout les stats. Là, puis c'est approximatif, mais ça avait été frappant pour moi. C'était au-delà de 12 verges par passe tentée pour Daniel Jones. Puis Eli Manning, c'était environ 6 verges par passe tentée. Fait que, tu sais, oui, il en a complété beaucoup, mais c'était pas des petites passes au dépanneur, là. C'est let's go, là. Écoute, moi, qu'est-ce que j'ai mis dans mes notes, c'est quelque chose qui revient à toutes les semaines. Depuis la première semaine des matchs préparatoires, c'est l'emplacement de ses passes, l'emplacement du ballon. Qui permet au receveur des Giants de gagner des verges après la réception. Puis même également, Pierre, sur ses longues passes, fait preuve de doigté, les décoche avec précision. Écoute, il y a beaucoup aimé de la part de Daniel Jones. Qu'est-ce qu'on a vu lors des matchs préparatoires? On sait, écoute, il s'est fait ridiculiser lorsque les Giants sont repêchés. Moi-même, je croyais que c'était une erreur. Mais écoute, jusqu'à présent, il nous démontre qu'il a l'étoffe peut-être pour jouer à New York. Mais M. Mara a dit que c'était Eli qui allait jouer puis qu'il espérait que Daniel Jones ne joue pas un seul jeu cette année. Écoute, M. Mara est en amour avec Eli à raison des 2 Super Bowls. Tu ne gagnes pas un Super Bowl en pré-saison, tu ne vas pas au temple de la renommée en pré-saison. Mais Daniel Jones, regarde, on va lui donner crédit. Il fait un job pour l'instant, mais c'est la pré-saison, il faut se calmer.
C'est parce que si Eli ne joue pas bien, ça va crier vite. Là, à New Ah York, oui, là. non, on ne sera pas patient parce que là, on va avoir en tête les performances de Jones lors des matchs préparatoires. Mais j'ai hâte de voir la 4e semaine, est-ce qu'on va lui donner beaucoup de temps de jeu à Daniel Jones afin de continuer de l'évaluer. Habituellement, les partants ne jouent pas lors de la 4e semaine. Alors, Eli devrait être sur les lignes de côté. Alors, j'ai hâte de voir ça. Oui, mais c'est ça. Puis j'aurais quand même tendance à ne pas le faire jouer. Mais je sais qu'il a besoin de jouer. Là. Si ta décision est prise... Tu ferais jouer Eli à la place dans la 4e semaine? Je ne fais pas jouer Eli, puis je ne fais pas jouer Daniel Jones. Tu risquerais une blessure à Eli à la place, ça, tu nous dis? Je ne fais pas jouer les deux. Je fais pas jouer les deux. Je fais jouer le numéro 3, 4, 5. Ouais. Je les remercie pour les efforts qu'ils ont fait pendant le camp d'entraînement. Mais non, même Daniel Jones rendu là, écoute... c'est sûr qu'il a encore besoin de jouer, mais 4e match préparatoire, je ne suis pas prêt à sacrifier un jeune corps comme ça. Là, avec... D'après toi, il en a assez démontré lors des 3 premiers matchs. Oui, puis c'est sûr qu'il y a encore des choses à apprendre. Mais tu sais, rendu là, clairement, le jeune, il a l'air de saisir comment ça marche. Là. Fait que, moi, ce serait ma philosophie comme entraîneur-chef, dans son cas particulier. Là, non, je suis bien d'accord avec toi. Alors, on verra quelle sera la décision du côté des Giants de New York. Ben, écoute, Pierre, on a fait le tour. Ligue canadienne, NFL. Alors, le début de la saison de la NFL sera le 5 septembre à Chicago. Ça s'en vient rapidement. Il reste une dernière semaine de matchs préparatoires. Les Alouettes qui vont avoir congé cette semaine. Alors, le début de la saison de la NFL, la deuxième moitié de saison des Alouettes, tout ça va avoir lieu dans 2 semaines. Mais le podcast sera tout de même de retour la semaine prochaine. On va trouver des sujets à discuter. D'ailleurs, on va mettre la table pour la saison de la NFL. Alors, ça sera à ne pas manquer. Pierre, merci de t'être déplacé et d'être venu en studio. Alors, j'espère que cet épisode du podcast Le Sac du Quart vous a plu. On se reparle la semaine prochaine.